Sabo, c'est fruit du démon, les gars. Elle est plus belle que Nico Robin, moi je vous le dis. Physiquement, elle est... Bonsoir, mes petits pirates, bonsoir, mes petits soldats, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau format 100% One Piece. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis dit qu'on allait pousser le vice un peu plus loin, les gars. Bah, en fait, on va vraiment analyser bien comme il faut, les mecs. Je me suis rematé Sabaody et Amazon Lily sur ces derniers jours. Du coup, bah, on a accéléré parce que voilà, j'avais déjà tout vu avec vous, tu vois. Et en fait, on aura une tier list. Et en plus de ça, derrière, vous aurez un décor avec des images liées au personnage. Bienvenue dans mon univers, mesdames et messieurs. Je vous présente la tier list. Je pense que avant de commencer à parler des personnages, je pense qu'on va d'abord parler de Sabaody. On va d'abord parler de l'arc. Moi personnellement, je trouve que pour l'instant, depuis le début, c'est certainement l'un des meilleurs arcs. Il est facile dans le top 3 parce que il se passe tellement de choses déjà au niveau des sujets qui sont traités dans l'arc. Voilà, bah ça parle de l'esclavage, il y a beaucoup de choses négatives et vis-à-vis de même au niveau des races, voilà, le traitement des hommes poissons, le traitement des sirènes. Enfin voilà, il y a plein de choses même au niveau de la noblesse avec les dragons célestes, les mecs qui se prennent vraiment pas pour de la merde, qui sont des descendants des rois. Donc alors, on découvre Sabaody et déjà par rapport à la structure physique de l'île, j'ai trouvé ça grave intéressant déjà le système de bulles, le fait que justement les habitants de l'île utilisent vraiment leur environnement à leur avantage, tu vois, ils réutilisent les bulles justement pour se déplacer, pour monter dessus, voilà. Donc vraiment quand t'arrives sur l'île, en fait t'as un délire féerique, paradisiaque, plus t'avances dans l'arc, plus tu te rends compte que derrière ces fantastiques et merveilleux arbres, il y a un monde horrible quoi, un monde bien noir. C'est trié par secteur, voilà, avec les bulles, les mangroves, voilà. Il y a vraiment des secteurs spécifiques, donc des secteurs touristiques, des secteurs d'arrivée. Quand t'arrives sur l'île, en fait, j'adore ce côté découverte dans One Piece où il découvre une nouvelle île. L'île a ses propres patterns, ses propres lois. Et au sein même, du coup, de l'île, donc t'as différentes villes, en fait, qui sont construites. En fait, ça dépend. T'as des îles qui sont vis-à-vis qui appartiennent à la marine. T'as d'autres îles, où il n'y a pas de roi, tu vois. Et c'est ça que j'ai kiffé, en fait, tu vois. T'as des mecs de la marine, t'as les saligots de Dragon Céleste. En fait, chaque secteur a ses propres règles et c'est le chaos total, tu vois. Je trouve que c'est une ville très touristique dans le sens où en fait les premiers secteurs c'est des trucs très touristiques au niveau du commerce, donc ils vendent plein de petits produits justement. Tous les premiers épisodes on suit l'équipage du chapeau de paille qui se fait attraper justement par le truc du touriste en fait, tu vois. Tu vas dépenser sans compter, tu vois, genre le côté parc Astérix, le truc comme ça en fait. Juste dans le design de l'île, genre avec les bulles et tout, en fait t'as l'impression que c'est vraiment un paradis, mais rien du tout frère. Et c'est ça qui rend cet arc incroyable à mon sens. Les secteurs qui n'appartiennent plus à la marine, où la marine a perdu le contrôle. T'as tous les pirates qui viennent ici et directement tu vois on casse le rythme. Donc c'est trié par secteur. Ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc il y a 3 secteurs de non-droit. Il y a le quartier général de la marine. Bon, t'as la zone d'arrivée, la zone touristique. Enfin voilà, t'as tout ça et c'est vraiment une île où t'as littéralement tout en fait. Quand Octine nous a expliqué la structure de l'île, je savais que ça allait partir en couille les gars. Parce que tu peux pas mettre des pirates qui sont grave recherchés avec des primes de plus de 100 millions de berries à côté des gars de la marine frère, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'était plus pour la partie Sabaody les gars. Un arc qui est extrêmement bien rythmé. Vraiment la fin de l'arc moi je la trouve exceptionnelle les mecs, hein, vraiment. J'ai encore eu les frissons avec l'épisode de la séparation des Mugi, les trucs comme ça. Enfin bref, ça m'a fait bizarre quoi. Commençons par Duval les gars. J'ai jamais vu un mec avec aussi peu de chance de ma vie mec. La plus grosse balle perdue de l'anime frère, elle est pour ce bug mec, hein. À quel moment tu te dis que le gars qui a dessiné la prime de Sanji, il a vraiment dessiné un mec qui existe vraiment frérot. J'avoue c'était une raclure de bidé les gars. Il faisait un peu la team Rocket, voilà. Il faisait le salopard sur son île tu vois. Après les gars faut pas oublier que le métier qu'il fait, c'est un métier bien crade quand même, hein. Le gars, il fait passer des esclaves, des trucs et tout à droite à gauche. Il a quand même du sang sur les mains, tu vois. Ok, c'est un bon à la fin, mais c'est quand même un gars, les gars, qui, bon, il a pas eu de chance, mais dans sa malchance, il a créé du seum et au final, bah, est-ce que ça l'expulse, c'est ça? Je sais pas, hein. Après, j'avoue qu'il était forcé. Voilà, il y avait il avait une pseudo-pression au-dessus de sa tête et tout, donc c'était un peu compliqué pour lui. Bon, je suis désolé, pour moi, on a toujours un peu le choix, quoi. Duval, qui, après être passé chez le petit Sanji, chirurgien Sanji, lui a fait une beauté, et je vous avoue que cette forme-là, elle me terrifie, les mecs. Quand il commence à faire son beau gosse lover chatcher, j'avoue que j'ai un petit souci avec cette forme de Duval. J'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils mettent des mini-refs aux anciens adversaires qu'on a eu avant. La première fois qu'on voit Duval, vous savez, Duval, il est pas en mode beau gossito de la Dolce Veluda. Il est en mode giga armure, il est grand, gros casque, grosses épaulettes et tout. Moi, j'étais sur la piste Don Creek, tu vois. Duval arrêtait pas de nous dire, ouais, je le connais, Sanji, j'ai des remords contre toi et tout. Donc vraiment, pour moi, au début, je pensais que c'était vraiment la piste de Don Creek, tu vois. Le retour de Don Creek, alors que pas du tout, au final.
Je trouve que la cassure humoristique elle est vraiment intéressante. Voilà, donc voilà, toute la partie flashback où il se fait attaquer par la marine, il comprend pas, il a une haine viscérale envers Sanji. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que au début Sanji c'est son pire ennemi et à la fin ça devient son bro, quoi, tu vois. J'ai l'impression que le fait qu'il lui ait remis une beauté, bah ça lui a racheté une nouvelle vie, tu vois, entre guillemets. Je pense B c'est bien, mais top B, tu vois. Tac. Alors Camille pour le coup, personnage intéressant, mais c'est plus un personnage malheureusement qui a une position de victime, parce que bah c'est un personnage qu'on doit sauver, ce genre de choses. Elle met en avant pas mal de problèmes qu'il y a sur Sabaody, donc notamment le délire très raciste aussi qu'il y a vis-à-vis de la communauté des hommes poissons, des sirènes, ce genre de choses. Donc c'est un personnage qui se fait traîner vraiment à droite à gauche, très drama le perso. Elle a quand même sa place, on la voit quand même avec l'équipage, mais bon voilà. C'est vraiment l'objectif de Sabaody, c'est de sauver cette petite sirène. B- c'est pas déconnant, tu vois. Hop. On va faire Octi. J'étais très content d'avoir un retour d'Octi, les mecs. Ça, c'était vraiment, en fait, dans les retours inattendus, Octi en fait partie. La connexion aussi qui est faite après Arlong, donc comment le gars, voilà, c'est entre guillemets repenti, il a fait son petit resto de poulpe, je sais pas quoi. Il est parti avec les autres. Octi, vraiment, il a un rôle tellement important dans Sabaody, les gars, en vrai. C'est le guide du routard, les mecs. Hein. De Sabaody, il explique vraiment tout le fonctionnement, comment ça se passe, la profondeur que prend Octi à la fin de Amazon Lily. Parce que par rapport à la marque, le fait que Fisher, il soit approprié la marque pour la modifier, pour faire en sorte que tous les hommes poissons, voilà, que ça devienne le truc du soleil, je sais pas quoi. Tu revois Octi différemment en fait. Pourquoi il est traité comme des chiens dans l'arc de Nami, tu vois. Et en fait, bah à ce moment-là, tu comprends totalement. Si les êtres humains l'ont traité comme de la merde en fait, bah c'est normal que ce mec-là il traite les humains comme de la merde en fait. C'est vraiment en mode revanche, tu vois. J'ai adoré aussi comment il a pris à cœur tout ce qui s'est passé là-bas parce que pour lui en fait, c'est sa manière de se repentir, tu vois, c'est sa manière à lui de retrouver des excuses vis-à-vis de Nami, tu vois. C'est vrai que vis-à-vis de Nami, les gars, c'est dur de se rattraper, quoi, tu vois. Il se donne à 1000% pour essayer de sauver la petite sirène. Donc voilà, je vous avoue que les scènes qui ont suivi m'ont vraiment mis dans le mal, tu vois. Donc voilà, la scène où le dragon céleste abat comme un chien Octi, je vous avoue qu'à ce moment-là, je pensais qu'il était mort. Là, il m'a attendu, frérot. Là, j'étais en mode, non, tu casses les couilles, frère. Déjà, il meurt pas. Donc première chose. Deuxième chose, il attrape Luffy pour lui dire, non, surtout ne le tape pas. Alors que nous, on était tendus comme des strings, frérot. On était aussi chauds qu'une baraque à churros. On avait qu'une envie, c'était que le col, frère. C'est ça qui rend là aussi la scène d'après encore plus forte parce que, bah, en fait, on est frustré. Le mec est prêt à accepter son destin, en fait. C'est ça qui est chaud dans cette scène. Voilà, cette scène, elle était incroyable en vrai. Hein. Vraiment, elle est horrible, tu vois. C'est un bon A, tu vois. C'est même du A+. C'est entre A, tu vois. Vous savez quoi, j'ai envie de parler des dragons célestes. En fait, ils ont tous les défauts de la Terre. Déjà, à partir du moment où tu ne respires même pas le même air que les gens, tu te prends pour qui, frérot? Ils ont le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Ils sont amers. Ils me rendent amer. Ils rendent amer n'importe qui, les gars. Ce sont des descendants de rois. Les rois qui ont créé le gouvernement mondial, voilà, bah c'est les descendants, en fait, tu vois. Juste parce que leur sang est, entre guillemets, plus pur, bah, ils ont les droits sur tout et n'importe quoi, tu vois. C'est horrible. Les mecs, juste, ils s'amusent, en fait. Un être humain, bah, c'est juste du bétail, c'est juste un objet. Et on le voit, vraiment, l'introduction des dragons célestes, c'est avec cette scène-là qui m'a marqué où on voit ce pirate avec justement ce collier. Alors Oda a repris vraiment les codes de l'esclavage parce que en fait les esclaves il y avait plusieurs manières de les attacher et c'est vrai que ce collier comme ça autour du cou, en fait il y a pas mal d'esclaves qui étaient bah, par exemple en Afrique dans les bateaux. Il y a plein d'esclaves qui avaient justement ce collier sauf que bah il y avait une chaîne au milieu qui l'enchaînait à leur collègue qui était juste en face, tu vois. Mais c'est vraiment un animal quoi, tu vois. Là il est traîné, il a pas le choix et t'as vu qu'il était désemparé quoi. Quand il parlait de sa famille et tout, genre tu comprenais rien à ce que tu disais. Vraiment t'avais la même place que Luffy, Octi et tout le reste de la bande en fait devant lui quoi. T'es désemparé, tu peux rien faire et juste tu l'écoutes quoi. Les gens en vrai, vous verrez dans la vie quand il va se passer des choses, imaginons que tu te fasses agresser ou ce genre de choses, les gens bah vont être spectateurs. Le gars explose, voilà, et on voit toute la foule qui est autour, tu vois, qui est complètement désemparé, qui ne peut rien faire. Le chat qui vient pisser sur l'esclave, les gars, c'était terrible hein, les mecs. Hein. Il est fort Oda quand même pour nous tendre les mecs. Après introduction des dragons célestes, les petits cols comme as, ça m'a rappelé vraiment la royauté un peu délire Louis XIV et tout, tu vois. Et encore une fois, voilà, pour continuer, en fait, toutes les scènes un peu bizarres où ça met en avant à quel point t'as un chien, je les ai prises, tu vois. Ils les utilisent même comme moyen de transport, tu vois. Pour aller encore plus dans la profondeur et dans la négativité de ces personnages-là, c'est que c'est un gros pervers en plus. Pourquoi la marine, qui est censée représenter, entre guillemets, la justice de ces terres, justement, ferme les yeux là-dessus, tu vois, en fait. Et voilà, donc après, bah, Dragon Céleste, voilà la scène où il abat Octi comme un chien et il danse. Pour lui, c'est un trophée de chasse, les gars. Il est en mode, ouais, non, mais je l'ai abattu, le petit
petit poisson, ah, mais je l'ai eu l'homme poisson, je l'ai eu l'homme poisson, et après voilà. Ça ira en goulag, voilà. Mais c'est parce que c'est le cœur qui parle. Si je veux être totalement objectif, en vrai, pour moi, les dragons célestes, c'est un A. Parce que c'est des personnages qui sont super bien écrits, en vrai. Dans le design, c'est bien recherché, c'est cohérent en fait par rapport à leurs gestes, tu vois. Mais voilà, juste le cœur, voilà, parle, et du coup, je les mets en goulag. Mais sinon, c'est de très bons personnages qui font leur boulot, en fait. Mon petit Kizaru, alors déjà par rapport au style, il y a un délire Funky Cops, les gars. J'aime trop le style vestimentaire du personnage, voilà, on dirait vraiment Starkey Hutch, tu vois. Le gars a un petit flow, tu vois. Dans sa manière de parler, vraiment, t'as l'impression, il est un peu nonchalant, quoi. Il s'ennuie, quoi. Je sais pas, il a l'air blasé, en fait. Il a l'air dans une autre sphère. Ouais, il est à l'ouest. Le mec a juste la flemme, quoi, tu vois. Après, en termes de puissance, déjà l'entrée en scène. Comment il arrive à Sabaody, mec. Il se pose sur un boulet de canon, il y va. Belle démonstration de force. Une très belle entrée en scène pour le personnage, les gars. Déjà, alors là, on a un perçu de son fruit du démon. Je trouve que son fruit est trop stylé, les mecs. Un fruit de la lumière, vraiment. Le gars qui met des coups à la vitesse de la lumière, c'est pas anodin, quoi, tu vois. Et ça montre aussi la puissance de la marine, tu vois. Le gare est vraiment arrivé en mode justice, faire mon boulot. On m'a envoyé pour telle mission, il faut que je venge les dragons célestes, je vais satelliser tout le monde, et puis basta. Ah non, mais s'il venait pas, Silver, c'était fini, hein. Très bon antagoniste qui met en avant la forte puissance de la marine. Il faut pas sous-estimer les amiraux. Moi, le premier, j'aurais tous fait un peu pipi dessus, tu vois. Très bon perso, même si en termes de. Si on prend l'arc dans sa globalité, il a intervenu surtout vers la fin, tu vois. Kizaru, c'est un bon petit A, un A bien solide, tu vois. Après, en termes de puissance et tout, non, c'est incroyable, tu vois. Alors, Garp, en vrai, pareil, en termes d'apparition sur Sabaody, on l'a pas beaucoup vu. En fait, le truc avec Garp, c'est que déjà, c'est un personnage hyper mystérieux, tu vois. Le gars, c'est des choses sur tout le monde, tu vois. Mais il est trop décalé. J'ai l'impression qu'il ne prend même pas la vie au sérieux, frère. Il passe son temps à faire le con, les gars. Il souille la marine, frère. Tu sens que le gars a tellement d'importance dans la marine que le mec, il peut se permettre de tout faire. C'est vraiment l'ancien qu'on respecte, quoi. Il a des connexions avec tout le monde. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible que le mec soit dans la marine, en fait. Parce que la relation qu'il a avec Ace, avec Luffy, ces deux bougs-là sont devenus des pirates de renom, tu vois. Et lui, il est de l'autre côté, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Mais des fois, il a des comportements, les gars, c'est limite de la trahison, les mecs. Je ne comprends pas pourquoi il est pas viré, frère. Je pense qu'il a un bon poste et il profite, quoi. Il a la joie de vivre, c'est le même sourire que Luffy, mec. Genre, en vrai, si je devais faire un classement de puissance, pour moi, Garp, il lave tout le monde, hein. Je vous le dis, hein. C'est sûr que le mec est juste trop fort, frère. Il s'est jamais battu, mec. Il est trop détente, mec. Si je prends juste l'arc avec ses petites apparitions et tout, normalement, c'est un B ou un A, tu vois. Mais vas-y, là, je vais parler avec le cœur et je vais pas être objectif du tout parce que bah c'est un personnage que j'adore, tu vois. Moi, pour moi, c'est un S, le perso, parce que je le trouve trop décalé, en fait. Alors déjà, Monsieur Lo, en termes de style, voilà, y'a rien à dire. Le petit bonnet en peau de vache, des boucles d'oreilles, enfin, quand j'ai vu les Supernovas, genre, je vous ai dit, en termes de prestance, il y a Lo et il y a Kid, frère. Pareil, dans sa manière d'être, j'ai l'impression que c'est un peu comme Shikamaru. C'est un personnage qui réfléchit énormément, qui est un peu discret aussi, tu vois. Je trouve que sa prime, elle est pas du tout représentative du personnage parce que même quand le Kuma, il s'est ramené, enfin le pacifista s'est ramené, le gars avait vraiment un sens aiguisé de l'analyse, en fait. Là, on va passer sur son fruit. Moi, je le trouve totalement what the fuck, frère. Le pouvoir est trop bizarre, mec. Hein. Genre, le fait de pouvoir disloquer des bugs, le fruit est totalement cheaté, les mecs. Hein. Comment il joue avec ses adversaires et tout. Et même, tu vois, dans ce genre d'action, il a pas été violent, en fait. Donc là, pareil, le système de bulles, genre, qui englobe tout ça, et après, voilà, il mélange tout et n'importe quoi. Enfin, bref, je vous le dis, c'est un A. J'espère le revoir rapidement, parce que lui, il y a moyen que je le kiffe plus tard. Maintenant, Kid, des personnages, tu les écoutes. Genre, il a un flow vraiment, tu sais quoi, on dirait le Joker, un peu, au niveau du faciès. On sent que le mec, il va s'amuser à jouer avec tes couilles, quoi, tu vois. Donc, mais c'est à l'opposé de l'eau, les mecs, hein. Entre le gars posé et le mec qui fonce dans le tas, et qui veut juste du sang et de la grosse baston, on dirait un taré, frère. La couleur de son style, donc le rouge qui est corrélé au sang, pareil, la coupe de cheveux un peu en pétard comme ça, enfin tu sens que ça va avec le côté explosif de Kid, en fait, tu vois. Et prime de 315 millions de berries, donc pareil, quand la prime elle est annoncée, tu dis putain, mais le mec est plus puissant que Luffy, parce que ça, pareil, c'est une erreur enfin c'est une erreur que j'ai faite, et que je pense que tout le monde a fait, c'est que à chaque fois on corrèle la prime, le premier réflexe c'est de corréler la prime à la puissance, alors qu'en vrai c'est pas forcément impactant, tu vois, mais dans ma tête c'était en mode putain, il y a un mec qui est plus fort que Luffy, tu vois. Donc après on avance au fur et à mesure, on découvre son équipage, d'ailleurs son équipage ils font flipper, hein. Il y a que des fous, mec, on dirait qu'ils sortent de prison, là. Alors moi il m'a rappelé un peu Pain, tu vois, un côté un peu aimanté, voilà, le gars il peut attirer des objets, de la ferraille, il peut faire des ailes, il peut faire des bras, c'est un mégazord, tu vois, le boug. Moi j'ai trouvé ça hyper stylé, tu vois. Donc là voilà, quand il reprend toutes les armes et il se fait un bras mécanique pour terrasser tout le monde, donc en fait ça lui va très bien. Mais voilà, j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur son background, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il a un regard aussi explosif, sa manière de se tenir, sa manière de te regarder, ça en dit long sur l'homme que tu es. Voilà.
Voilà. Putain, ça c'est des phrases, les gars, à la Silver, mec. Hein. Je me suis inspiré des meilleurs, les mecs. Hein. Voilà. En vrai, Franky, fidèle à lui-même, les gars. Bah après Inès Lobby, donc il est totalement intégré dans l'équipage du chapeau de paille. Il avait son taf à faire. Mais dans Sabaody, on a fait la passe D à d'autres persos. Il y a tellement de personnages dans cet arc. On met moins l'accent sur l'individualité là-dessus, tu vois. Ils ont été trop ambitieux et au final, bah, ça a pas porté ses fruits. Voilà, même contre le Kuma, au final, c'est inefficace. Bon, dans Sabaody, ouais, il y a pas grand-chose à dire, les mecs. Hein. On va le mettre en B. On va quand même le mettre là, tu vois. Voilà. On va faire Usopp. Ah, donc voilà, toujours fidèle à lui-même. Il a peur, voilà, il a peur. Il est embarqué dans l'équipage de Duval. Fait ses trucs à droite à gauche. Quand il arrive dans la salle des esclaves, il tombe, il one-shot un dragon céleste. Par contre, il y a un truc qui m'a fait kiffer chez Usopp, c'est ça. Tout le monde était désemparé. Tout le monde était aux portes de la mort. Zoro au sol. Et lui qui est devant. Alors, il faut se dire, les gars, c'est un être humain, mec. Hein. C'est comme vous et moi, les mecs. Osez, pointez. Parce que vous vous rendez pas compte que, bon, ok, on dirait pas comme ça. On dirait que c'est juste, voilà, c'est un truc de merde et que c'est totalement ridicule. Mais il a porté ses couilles, les mecs. Juste pour aider son ami. Et juste pour ce geste-là, les gars, pour moi, c'est au-dessus de. C'est juste au-dessus de Franky. Ça va aller en A, les gars. On va faire Brook, tiens. Donc là, pareil, on peut parler d'intégration dans l'équipage. Bon, il s'était déjà très bien intégré dans l'équipage du chapeau de paille fin de Trailer Bark, tu vois. Mais il y a eu que des couilles, frère. Depuis qu'il est arrivé, il y a eu que des couilles. Hein. Vraiment, il porte malheur. Hein. Parce que il y a eu l'apparition de Kuma qui a satellisé tout le monde. Par contre, alors, en termes de fou rire, il m'aura bien fait rigoler, le mec. Hein. Des fois, le personnage est tellement décalé par rapport aux scènes. Toujours dans sa dramaturgie, tu vois, il va toujours lâcher le running gag. Bah ouais, mais je suis déjà mort, tu vois. Le Boog, il va te lâcher une petite blague, une petite boutade avant de disparaître, frère. Si on prend l'équipage du chapeau de paille comme un tout, genre, ils arrivent toujours à apporter leur petit lot de nouveautés. C'est une alchimie, tu vois, l'équipage de Luffy, tu vois. Quand tu penses que la famille ne peut pas s'agrandir, bah ça s'agrandit encore une fois, tu vois. Et du coup, Brook, vraiment sur le côté humoristique, je trouve que sur l'arc, c'était vraiment très drôle. Mais après, dans la combativité, dans tout ce qu'il a apporté sur l'arc, globalement, moi voilà, c'est comme un peu Franky, quoi. Il a pas vraiment eu sa place, il a pas vraiment eu son mot à dire. Kuma, il a fait le boulot, il a fait son videur de Bamako, et puis voilà, quoi. Toute cette scène avec Silver qui raconte l'histoire, la connexion qui est faite avec Crocus, qui justement est rentré dans l'équipage de God Roger dans un premier temps bah, pour l'aider et tout, mais aussi pour retrouver bah, les pirates qui étaient perdus. Voilà, je pensais pas qu'il était parti pour chercher Brook, en fait. Ça avait rajouté un peu plus de profondeur au perso, donc très sympathique, moi. Un petit B pour Brook, un bon B, tu vois, genre first DB, tu vois. Bon, Nami, en vrai, Nami, elle a fait des trucs sympas. Notamment avec son bâton, frère, il y a des moments, elle utilisait le nuage. Je me souviens à la sortie de la salle de vente, elle utilise son nuage pour attaquer des mecs. Voilà, en termes de combativité, c'est un peu mieux qu'avant. Même elle se met un peu à la place d'Octi. Il y a un côté très humain, tu vois. Il y a un côté très humain aussi où elle parle avec la sirène. Il y a une sorte de petite relation qui est en train de se créer entre les deux. C'est cool parce que la relation qu'elle a avec Octi, le fait que bah voilà, Octi c'est un antagoniste, c'est un mec qui lui a pourri la vie avec Arlong et que elle, au final, elle arrive à lui pardonner. Voilà, je trouve que là-dessus, elle a quand même évolué. Bah, elle a mis aussi de côté son côté, bah, l'argent en fait. Son rapport à l'argent, il a totalement évolué quoi. La relation qu'ils ont vis-à-vis de leurs amis, en fait, on retrouve tout à la fin, tu vois, au moment de la disparition. Genre, et c'est pour ça que la scène, elle est juste magistrale en fait, tu vois. Donc en vrai, Nami pour moi c'est un A, mec. Alors, au petit Chopper, pareil. Alors, Chopper, voilà, côté médecin, il fait sa vie. C'est vraiment vers la fin en fait, où il va pouvoir se manifester, dire des choses. Mais en vrai, globalement, en fait, ils ont tellement été longtemps, enfin, ils sont tout le temps ensemble, genre. Genre, moi, c'est vraiment à la fin où le mec il a tout donné pour protéger ses amis et il claque 3 Rumble Balls. Il acquiesce son humanité pour ses amis, les gars, c'est pas anodin, frère. Hein. Avec sa forme, c'était vraiment la déchéance cette scène, frère. Hein. Voilà un petit B. Ma petite Robinita, c'est la même chose que les autres chapeaux de paille. On est présent, mais bon, voilà quoi. Mais il y a eu des moments quand même intéressants sur elle. Justement le moment dans le bar où ça parle avec Silver, où justement il peut spoil le délire avec les poneglyphes, le mystère et tout autour du siècle oublié, ce genre de choses. Et on sent un peu de désespoir quand même dans son visage à ce moment-là, parce qu'elle est posée entre deux chaises quoi. Il y a toute sa hiérarchie, toute sa famille, tout ça qui s'est fait détruire et c'est très personnel quoi, tu vois. Elle a une mission, un rôle à jouer par rapport à ça. Elle doit résoudre cette énigme, tu vois. Donc ça a été très compliqué pour elle, mais au final elle a pas demandé la solution. C'est ça qui est cool. Et c'est bien aussi parce que Silver, vraiment il lui a dit bon bah écoute, faut pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi, faut que tu fasses ton propre chemin, que tu découvres par toi-même, parce que voilà, si tu te précipites, enfin, en fait le Boog, il a spoil frère, il a teasé, il a donné des éléments et tout à droite à gauche, mais sinon globalement Robin en fait bah elle est avec les autres quoi. Elle a quand même découvert un peu la supercherie qu'il y avait sur l'île avec le délire des hommes poissons. Il y avait Anguille sous roche quoi, tu vois. Elle a parlé un peu voilà des hommes poissons et tout, mais et après disparition avec le Kuma quoi, classique quoi. Mais je peux pas rajouter d'éléments à ça quoi. C'est pas l'arc de chapeau de paille en fait les gars. En vrai, vas-y, elle sait quoi? Vas-y, je vais être objectif.
Voilà, vous allez tous en B, les gars. Bah, Sanji, globalement, alors il y a une grosse partie où il est resté sur le bateau, tu vois. Il y avait plus un côté guerrier, quoi. Le truc que j'ai adoré sur Sanji dans cet arc-là, c'est que Sanji et Zoro, ils ont une relation particulière. Il y a un moment où ils arrêtaient pas de se friter, où ils continuent à se friter de temps en temps, mais ils ont leur petit secret. Le truc qu'ils ont vécu ensemble à Trailer Bark, ça a vraiment renforcé leur relation. La prise de décision de Sanji face au pacifista, quand il voyait que justement ça traumatisait Zoro et que les douleurs revenaient, ressurgissaient, tu vois. Genre, il était vraiment en mode, bah, il faut pas trop qu'il force. Et voilà, la jambe de feu classique, les gars. Hein. Malheureusement, le gars, il a pas su protéger. Il a pas réussi, en fait. Il a voulu se sacrifier face à Kuma. Et Zoro, bah, lui a dit stop, écoute, c'est moi le second, donc c'est moi qui décide. Et là, vraiment, ce visage, les gars, de mec qui ne peut rien faire. C'est un mec qui donne tout, hein. Mais là, à l'image de tout ce qui s'est passé à Sabaody, les gens n'avaient juste pas le niveau, en fait. Je vais le mettre top des A parce que je le kiffe et qu'il fait partie de mes personnages préférés depuis le début de One Piece. Et... Après, globalement, sur Sabaody, je vous dis, c'est à l'image de l'arc pour les chapeaux de paille. C'est les personnages sont plus en retrait. On met l'accent sur d'autres persos. Donc, mon petit Zoro. Oh là là là. Alors, Zoro, par contre, j'ai des choses à dire. Il est devenu mon personnage préféré depuis Trailer Bark. Qu'est-ce qu'il est chiant, frère. Hein. Il est vraiment aigri. Et genre, des fois, j'ai l'impression qu'il le fait exprès, en fait. Le mec, on lui dit, mais non, mais tu vas te perdre et tout. Et il dit, non, mais c'est comment vous voulez que je me perde? Il y a des chiffres et tout. Et le pire, c'est que le gars a tellement un karma de merde. Cette scène, elle est incroyable, frère. Hein. Et mais je vous assure que même s'il avait eu le vrai chiffre, il aurait jamais retrouvé son chemin, mec. Au moment où il se retourne, il y a une bulle. Et il dit, ah non, mais le 1. Non, mais c'est. Pareil, alors en termes de feu et tout, j'adore sa petite chemise et tout. J'ai adoré, en fait, le fait que Zoro soit totalement isolé sur cet arc-là. Parce qu'en vrai, c'est vrai, hein. Les 3/4 de l'arc, le mec se balade et tout à droite à gauche et il a sa propre histoire. Et il tombe nez à nez avec ce dragon céleste et il lui a parlé comme si c'était un PNJ, mec. Mais en vrai, dans la vraie vie, on devrait lui parler comme ça. C'est juste que lui, bah voilà, il est. C'est un demi-dieu, frère. Laisse tomber, quoi. Toi. Il l'aurait tué, hein. Parce qu'après, voilà, il se rapproche, il est là avec son épée, il a deux doigts de le décapiter. Heureusement que la gloutonne, elle l'a plaqué, frère. Hein. Sinon, c'était fini. Hein. Donc après, voilà, apparition des pacifistas. Donc, bien évidemment, tu fais la corrélation avec Trailer Bark, le traumatisme qu'il a vécu. Voilà, genre, ça m'a fait mal de le voir souffrir. Il peut aider personne, il est désemparé. Mais c'est à l'image de l'arc, en fait. C'est à l'image de la fin, en fait. Moi, je vais le mettre en A. Mais non, Nick, vas-y, Nick. Moi, je m'en fous, je le mets là. Rien à foutre. Attaquons Kuma. Moi, je le dis depuis Trailer Bark, ce personnage, c'est une facette. La manière dont il a épargné les Mugi, le mec, il est pas là juste pour faire son boulot. Le mec, il a un sens de l'éthique. Donc, on va faire la corrélation avec les pacifistas. Donc, on apprend dans Sabaody que il y a des copies de Kuma qui sont en circulation, qui sont utilisées par le gouvernement mondial, justement, pour essayer de calmer les zones de tension, tu vois. Ce sont des répliques de Kuma, tu vois. Mais beaucoup moins puissantes, hein, quand même. Ça vient encore une fois, je pense, c'est des sortes de machines de guerre qui sont corrélées avec Vegapunk, le scientifique, là, je sais pas quoi. S'il est venu sur Sabaody, c'est uniquement personnel, c'est pour ses propres raisons, je sais pas pourquoi. Ça se voit, hein. Je vais vous donner une théorie par rapport à son passé, en vrai. Donc là, voilà, c'est vraiment la scène où il satellise l'autre pacifista. Voilà, donc il était très humain, il a toujours une part d'humain, mais j'ai l'impression que c'est un humain qui a perdu sa part d'humanité. Peut-être qu'il a eu un grave accident, justement, Vegapunk l'a pris dans son laboratoire pour faire des expériences, je sais pas quoi, et la part cyborg a peut-être pris l'ascendant sur sa personnalité, et en fonction de certaines situations, la part humaine reprend l'ascendant. C'est pour ça qu'il a une bible, les gars. Parce que je pense que Kuma, quand il était humain, en fait, c'était peut-être un mec dans la religion, un truc comme ça, tu vois. Il était très croyant, bah justement, sa part d'humanité, bah c'est sa bible qui le rappelle, en fait. Je pense que c'est un délire comme ça. Donc là, il satellise un Kuma, il les envoie en vacances, tu vois. Les différents membres du chapeau de paille. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais en fait, il les fume, tu vois. Genre, tout le monde s'est dit ça dans un premier temps, tu vois. Sauf qu'au fur et à mesure, moi, je me suis dit, encore une fois qu'il est là, c'est pour une raison personnelle. Et deuxièmement, c'est pour les sauver, en fait. Moi, je le mets en S. C'est l'un de mes corsaires préférés, je vous le dis. Tu peux en parler pendant des heures, ce perso. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Silver, les gars, c'est le goût de l'arc. En vrai. Il est exceptionnel, ce perso, mec. Alors, déjà, on utilise directement le fluide. C'est dans la prison, le gars, il endort le boug avec son fluide, frère. Si on analyse le personnage, déjà, il y a de la bouteille. On dirait un vieux sage, tu vois. On dirait Jésus, hein, le mec. Hein. Cette slide, il faut vraiment pas la rater. Hein. La description, le bras droit du roi des pirates, mais déjà, t'es en mode... Et ok, ce mec là, parce qu'au début j'avais eu démarrer sa daronne, hein. J'allais dire c'est qui ce clochard, ce SDF. Mais non, au final, bon, y a pas de souci. C'est l'un des pirates les plus puissants du monde, y a pas de souci, frérot. Donc alors lui, il y aura beaucoup de mystères autour. Voilà, introduction du fluide. Ça part de l'œil. Donc vraiment la scène elle est iconique, hein, frère, hein, parce que il endort toute la salle, frère. Le mec est surpuissant. Il est 100 fois plus puissant que vous tous réunis. C'est ce qui est dit, hein. C'est un mec, faut le respecter. C'est un ancien et il a le titre de légende. Bah en fait le mec c'est tout sur tout, quoi. Donc on avance et là on arrive au flashback de God Roger. Donc j'ai adoré la manière dont Oda a imagé justement l'équipage de Roger avec encore une fois il a vraiment
repris les codes de Sabaody en fait, avec le délire des bulles. Moi j'ai adoré ça, vraiment, le côté la famille, tu vois, vraiment un cercle solide, mais aussi fragile qu'une bulle quand même. À l'intérieur, donc 2 grosses bulles, tu vois, donc God Roger, Silver, donc voilà le chef et le second, et autour, un amas de pirates, c'est l'équipage les gars. Alors là, par contre, cette image, elle est hyper intéressante parce que y a vraiment une symbolique, tu vois. Tout le monde pensait que God Roger s'était juste fait tuer, tu vois. En fait, God Roger était déjà mort, les gars. Enfin, le gars, il aurait continué d'être là, en fait. C'est juste qu'il est tombé malade, en fait. C'est ça qui est triste dans son histoire, c'est que le gars, bah, il avait une maladie horrible. Il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Il a fait sa vie, frère. Il s'est amusé jusqu'à la fin. Et il s'est rendu. D'un côté, il y a l'or, les gars, et de l'autre côté, il y a l'argent. C'est ça qui est beau aussi. C'est pour ça que, bah, c'est son second, quoi. Gold et Silver. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que la séparation aussi, elle a fait mal, tu vois. Alors, 2 frères, vraiment. Hein. Après, autre chose, voilà, bah, le combat face à Kizaru. J'aurais bien voulu avoir le fin mot de cette histoire, frérot, hein, quand même. Hein. C'est juste de la temporisation, tu vois. Pour moi, il le battait, hein, les gars. Hein, parce que le truc, c'est que, genre, à la fin du truc, Silver, il semblait un peu épuisé, en fait. Ouais, mais je sais pas, les gars. En vrai, à la fin, il était en sueur, frère. Hein. Je pense que c'est la vieillesse. Bah voilà, vraiment sauvetage miraculeux. J'ai adoré le fait que, voilà, le mec soit vraiment une impasse face à la justice, soit vraiment une icône de la piraterie, donc de la liberté qui se bat face aux règles et aux lois, tu vois. Donc pour moi, c'est poulet divin. T'as envie d'en savoir plus, en fait. Le gars, il a fini le jeu, frère. Il est déjà à l'épisode 2500 de One Piece, tu vois ce que je veux dire. Bon, on va passer à Luffy, les gars. Luffy, il faut savoir un truc, c'est que sa notion de chef, elle a évolué au fur et à mesure des arcs. Tous les adversaires qu'on a vus jusqu'à maintenant, il a toujours réussi à tout surmonter. Mais il a jamais vraiment connu la défaite et la perte de quelqu'un, tu vois. Tout cet arc-là, il a donné une autre dimension au personnage, frérot. Justement, on l'a trouvé désemparé, en fait. On voit le délire avec, voilà, le racisme des dragons célestes, et trucs comme ça. J'ai mis ce screenshot parce que c'est l'une de mes scènes préférées de Sabaody, les mecs. La satisfaction, putain. Oh, le pantalon, il s'est tendu, frère, à ce moment-là, hein, je vous le dis. Hein. Le regard en mode, vas-y, t'es fini, mec. C'est un mec qui parle avec le cœur, en fait. Ce personnage est vraiment trop intriguant, en fait. Il passe son temps à faire le con, mais quand il est sérieux, c'est ce que je vous disais, en fait. Donc là, il cogne, et voilà. Et à partir de là... L'arc il devient, mais ça devient une putain de masterclass les mecs. Hein. Le coup de poing le plus satisfaisant all time, je le dis. Hein. J'ai jamais autant crié devant un coup, mec. Parce que la frustration, elle a macéré pendant 10 épisodes, les gars. Il a cultivé notre haine, Oda, tu vois. Bon après ça apporte un élan de complication, mais qu'est-ce que c'était bon, mec. Qu'est-ce que c'était bon, mec. Hein. Oh, je vous l'ai mis 2 fois carrément. Parce que pour moi déjà c'est extrêmement bien animé. Hein. Voilà, donc après il y a la rencontre avec d'autres pirates qui ont des grandes ambitions. Moi j'ai adoré cette image, mec. Hein, je vous le dis. Hein. Il s'est trouvé des rivaux en fait. L'arrivée de Kuma. Il y a un mot fort que j'ai adoré avec Luffy dans son rôle de chef, c'est qu'il a dit à tout le monde de fuir, frère. Ça c'est un truc de... On se rend pas compte, mais cette phrase genre fuyez, pour que ton chef il te demande de fuir, mec, tu dois être vraiment totalement désemparé, mec. L'impuissance, ça active le gear seconde. D'ailleurs, moi je le kiffe, frère, hein, cette forme. Dans cette scène-là, vraiment, tu vois la décomposition. Regardez bien le visage de Luffy. À chaque fois qu'il perd un pote, vous allez voir qu'il va sombrer de plus en plus quand il n'arrive pas à trouver d'échappatoire. Il se cogne le crâne contre le sol, les gars. Tout le temps. En fait, son corps le lâche, frère. Luffy, moi, je suis persuadé que ce mec, il souffre. Genre, c'est pas parce que là, quand il voit la scène des esclaves et tout, genre, t'as l'impression que... Bah, t'as pas l'impression que le mec s'en bat les couilles. Il est concerné. Mais le mec souffre en permanence, en fait. Je pense qu'il y a des scènes, t'as l'impression qu'il jubile et tout, qu'il a la joie de vivre. Mais je pense aussi parce que, bah, God Roger, il est un peu fan de God Roger, tu vois. Donc, le grand sourire, comme God Roger, montrer sa meilleure facette à ses amis, tu vois, pour les tirer vers le haut. Ça reste un humain, tu vois. Donc, il y a un moment où, derrière toute cette facette comique, en mode rien ne m'atteint, entre guillemets, bah, il y a un moment où tu sombres et la réalité te rattrape et tu pètes les plombs, en fait. Moi, j'ai lâché ma larme, les gars, sur cette scène. Hein. Par rapport au fluide, faisant mon analyse, j'ai noté des scènes, les gars. Je l'avais pas vu. Tu sais, tu comprends pas. Quand t'as pas le délire du fluide et tout, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu vois. On est avec Duval. On est devant le bison, les gars. Et en fait, il utilise, là, à ce moment-là. Ça, j'avais pas vu. Contre le taureau. Il prend un coup de pression, voilà. Et après, impact sur le comportement. Donc, il tombe dans les pommes. Luffy, bien évidemment, je vais le mettre en poulet divin. Alors Amazon Lily, donc une île qui est remplie de femmes magnifiques d'ailleurs au passage. Du coup ça fait référence aux Amazones. Même dans l'Antiquité, je crois au temps des Grecs, les Amazones étaient considérées comme l'égale des hommes, les gars. Pour vous dire, en termes de puissance. Et il y a même des sociétés où l'Amazone était vraiment la reine et celle qui décidait de tout, tu vois. J'ai vraiment kiffé le fait que il ait fait une société qui soit totalement régie par les femmes. Au niveau de l'architecture, du coup ça c'est plus des références à la Dame Serpent, voilà donc boa en cloque, vous avez capté. J'ai mis cette slide parce que Luffy est certainement l'homme
le plus chanceux de la Terre, voilà, se faire tripoter son fruit du démon comme ça. J'aimerais bien voir Sanji sur Amazon Lily pour savoir combien de temps il tient, frérot. Parce que, t'inquiète pas, lui, il aurait fait genre, il tombe dans les pommes pour se faire tripoter son champignon, frérot. Vraiment, l'architecture, elle est vraiment sympa. Donc, des serpents partout, donc les femmes Kuja. Donc, tu vois, genre, vraiment, t'as des petites rangées, vraiment tout le domaine du serpent qui est au-dessus, t'as la petite porte sur le côté, enfin, c'est magnifique. En vrai, c'est cool, hein. Mais voilà, alors, au niveau des armes, on est vraiment sur des trucs en tribal, quoi. Enfin, c'est des arcs. C'est sympa quand même qu'ils utilisent des serpents comme arc, en fait. Le fluide peut passer à travers des objets, genre. Est-ce que c'est des flèches qui sont imprégnées par un bout qui a déjà le fluide, ou est-ce que toutes les Kuja ont déjà le fluide et du coup elles utilisent une part de fluide inconsciemment qu'elles s'imprègnent dans leurs flèches? C'est ça le truc. En termes d'humour, c'est vraiment drôle de retrouver un Luffy qui est seul, parce que moi au début quand je l'ai vu tout seul, je me suis dit putain, Sanji j'ai fait sa bouffe, Nami c'est vraiment la daronne. Voilà, genre il était super bien entouré, tu vois, le petit Luffy, mais le retrouver tout seul, je me dis ça va partir en couille. Et au final, ça a pas manqué, parce qu'il a le premier truc qu'il a fait, il a défoncé un sanglier, il a bouffé des champignons, voilà, les petits champignons tranquilles. Et alors voilà, cette petite parenthèse aussi, la rencontre avec Boa. Du coup, le pouvoir de Boa a l'air assez complexe. Bon, alors quand on la voit, quand on la rencontre, tous les mecs qui sont amoureux et qui ont des sentiments pour elle, bah voilà, elle les fige en pierre, tu vois. Mais sur Luffy, ça ne fonctionne pas, les gars, parce que bah en fait, je pense qu'il est juste pas réceptif en fait. Au début, je me suis dit deux trucs. Je me suis dit, vu qu'il a le fluide des rois, ça veut dire qu'il est au même niveau que Boa, qui elle aussi a le fluide des rois, tu vois. Donc je me suis dit, entre gens qui ont les fluides des rois, bah ça fonctionne pas. Ou c'est juste un mec qui a pas forcément de sentiments vis-à-vis de Boa. Du coup, bah je pense que c'est lié à l'attirance physique et à son pouvoir en fait. Je vous le dis, le fluide, c'est toujours le même montage, frère. L'œil, la volonté, il a envie de libérer ses potes, il pète les plombs, il utilise le fluide royal et il met un coup de pression à tout le monde et tous les PNJ du stade tombent dans les pommes. Sauf les gens, les quelques guerriers Kuja qui sont chauds, tu vois. Donc là, voilà, j'ai bien mis la slide où on voit bien, il y a quelques PNJ qui tombent, mais il y en a d'autres qui tombent pas, tu vois. Donc là, je pense que c'est vraiment en fonction de la puissance, tu vois. Maintenant, on va faire la petite blonde. C'était un peu la Kuja qui découvrait la vie. En fait, Margaret, c'est vraiment le regard innocent. Faut pas oublier que les Kuja, c'est une société reclus. Il y en a, elles vivent toute leur vie là-bas, tu vois. Et vraiment, elle, en fait, à travers les récits de Luffy et tout, elle arrivait à s'évader. C'est vrai que la structure d'Amazon Lily fait que, bah, t'as une reine qui est là et tu dois obéir. Mais je l'ai trouvée très attachante et j'ai adoré la relation qu'elle a eue avec Luffy. Alors, c'était plus une relation amicale, quoi. Même si à la fin, j'avais l'impression que elle aurait pas un Ino pour aller tâter dans le champignon, tu vois. Voilà, après, bah, toutes les femmes Kuja étaient amoureuses de Luffy à la fin, frère. Donc, elle a sauvé Luffy de la noyade. Elle a voulu le tuer aussi après. Genre, un bon petit B+, quoi. On va terminer cette analyse, les gars, avec la fantastique et merveilleuse Boa en bloc. Je vous avoue qu'au début, je l'ai détesté. Quand elle se l'a pété là, qu'elle était là en mode je tabasse des chats, mais je suis tellement belle. Elle tape des chats, frère. Vraiment, elle mérite le goulag là. Hein. Genre tout sur le physique. Au début, pour moi, c'était ça. Hein. Genre vraiment une reine qui pète plus haut que son cul, se prend pas pour de la merde. Mais dans ses premières paroles, j'ai vu qu'elle avait une profonde haine pour le gouvernement mondial, tu vois. Parce qu'une corsaire qui se rend jamais au rendez-vous, c'est chelou. Donc elle claque son petit pouvoir. Son beau, c'est fou du démon, les gars. En vrai, le personnage est vraiment cool. Car design incroyable, vraiment magnifique. Elle est plus belle que Nico Robin. Moi, je vous le dis. Physiquement, elle est. On dirait un ange, tu vois. Mais par contre, son comportement, frère, au début, je suis désolé, mais non, en fait. Et moi, de toute façon, si je dois combiner le physique et le comportement, moi, je trouve que Robin, elle est plus belle que Hancock, les gars. Pour moi, la femme parfaite, c'est Nico Robin. Mais elle est trop, frère, à la fin, elle pète les plombs. Le personnage, il prend une dimension, je m'attendais pas du tout, genre. Donc, son pouvoir, donc, une sorte de pseudo-Ramolobim, mais bon, c'est lié aux sentiments et tout, du coup, bah, ça fiche les gens. Et là, on arrive justement au mensonge. Franchement, elles ont bien géré, frère, hein, pour cacher leur secret. Voilà, donc, la fameuse marque derrière le passé bien sombre qui est corrélé justement à ces raclures de bidets de Dragon Céleste. Vraiment le délire d'esclavage, de mettre des marques et tout, genre la corrélation qui est faite automatiquement avec Octi juste derrière et le rapprochement qui est fait. Bon, Hancock qui était justement une esclave, enfin bref, un gros mytho justement pour diriger et c'est un secret en vrai. Ça tombe, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, tu vois, mais c'est cool qu'il l'ait caché comme ça et c'est cool aussi que Oda nous ait mis du point de vue d'une habitante Kuja en fait. Tu vois, il aurait pu nous donner la vérité, mais en fait c'est plus astucieux de nous dire bon bah écoute, voilà, d'après la légende, elles ont bouffé un fruit qui fait que voilà, elles sont obligées de protéger leur dos parce qu'il y a des marques qui font que si tu regardes ça, ça peut. Voilà, tu vois. Donc après, Luffy utilise son fluide des rois et elle craque après la scène où il se jette sur sa sœur, sur le dos de sa sœur, pour cacher la marque en fait. Et là, on retrouve la vraie Boa Hancock en fait, parce que c'est une facette. Elle fait genre, voilà, m'as-tu vu. Et là, elle tape ses postures comme as là. Mais en vrai, c'est une gentille fille. Et là, j'ai commencé à kiffer le perso. Il y a une carapace qui s'est brisée en fait. Et sous la carapace se cache une marque horrible. Le symbole
symbole de l'esclavage. Elle s'est fait enlever quand elle était petite avec les autres. Et là, vraiment, le perso, il a pris une autre profondeur, les gars. Hein. Fisher Price, ce mec, cet homme poisson qui libère justement les hommes poissons, enfin, qui de base voulait libérer les esclaves hommes poissons sur l'île et qui au final a libéré tout le monde, tu vois. Et comment il s'est inspiré de la marque pour créer une sorte de pseudo-marque du soleil pour son équipage, tu vois. Enfin bref. Troisième phase pour Hancock, donc une phase que je n'attendais absolument pas. Elle tombe malade, je me suis dit putain, elle a la même maladie que Nami, frère. Non, en fait, elle était juste in love, mec. Désolé, il mérite pas ça. C'est pas de la jalousie, hein. Mais il mérite pas, il se rend même pas compte de la chance qu'il a, frère. Il est là en mode non, mais vas-y, mais viens. Et il utilise l'amour de pour Hancock, les gars, pour s'infiltrer. Il peut lui demander tout et n'importe quoi, frère. J'espère qu'au bout d'un moment, il va en connaître quelque chose, quoi. Et c'est très drôle aussi. Ça refait des scènes humoristiques. Ça me rappelle un peu de Jubia, les gars. Et je pense que le personnage a de très bonnes perspectives d'évolution. Voilà. Voici ma tier list. Prenez soin de vous, amour peau fraîche. C'est mon Kili Femi, le plus grand pirate de cette génération. Et au revoir.